Le 1er août 1914, c'est un samedi. Le jour de la sortie des classes, le début des grandes vacances. Ce samedi 1er août, les 900 habitants du village de La Grasse retiennent leur souffle. Depuis plusieurs jours déjà, on parle de la guerre qui s'annonce, menaçante. Ce samedi-là, Paul Calvé, le maire de La Grasse, s'est levé très tôt et dès que le jour a pointé, il a fait le tour du village. Sur les hauteurs, en dessous du roc de Cagalière, les hommes sont déjà dans les champs. À cette heure-là, la chaleur est moins lourde. On a du mal aujourd'hui à le croire. Mais au-dessus de La Grasse, à cette époque, il n'y a pas un seul arbre et tout le flanc de la colline est cultivé. La Grasse, c'est le plus gros village des alentours et l'on y vient pour faire ses courses. Donc il y a 3 foires principales dans l'année, en janvier, en août, en octobre, où l'on vend du bétail, des volailles, des céréales et un marché hebdomadaire toutes les semaines sur cette place où nous nous trouvons. Le reste de cette journée du samedi 1er août 1914, Paul Calvé l'a passé dans son bureau, à la mairie, près du téléphone, à attendre la mauvaise nouvelle. Dans les 2 bistrots de La Grasse, le National et la Lyre, où les hommes viennent chaque jour commenter les journaux, on ne parle plus que de ça. Les ultimatums allemands, les bravades françaises, le soutien des Serbes, les communiqués venus d'Angleterre. La vie quotidienne semble ralentir, le vent mauvais vient du nord. La Grasse est un chef-lieu de canton. À ce titre, elle regroupe diverses administrations telles que la gendarmerie, le centre des impôts et un juge de paix qui est basé au 1er étage de la mairie qui se trouvait sur cette place et qui rend la justice pour de menus conflits de la vie quotidienne. Pour de plus gros délits, ils étaient retournés sur Carcassonne. Il y a beaucoup de commerces, différents bouchers, boulangeries, épiceries, différents corps de métier, menuisiers et forgerons, auxquels la mairie demandera la construction de la passerelle en juillet 1914. Et La Grasse est aussi un bourg relativement vivant, grâce à des fêtes, bals, patronage, tout au long de l'année dans le village. C'est la fin des diligences, plus ou moins. Il existe des calèches encore, puisque beaucoup de familles ont des chevaux. Et c'est le début. Commence le tramway. C'est les premières voitures. Ici à La Grasse, les premières voitures, c'était le docteur de Grave. La bicyclette, les petites distances se faisaient surtout à bicyclette. Bon, et comme je vous ai dit après, c'était le tramway. Le principal mode de transport pour aller à Lézignan, puisque la ligne, il n'existait pas de ligne entre La Grasse et Carcassonne. La ligne, c'était Saint-Pierre-des-Champs, La Grasse, via Fabrezan, Lézignan. C'était un train, oui. On a baptisé tramway. C'était un petit train. La ligne a été construite dans les années 1890, juste avant le début du siècle. Tout le département de l'Aude était desservi par le tramway, sauf les grands itinéraires Narbonne, Lézignan, Carcassonne, que c'était le chemin de fer. Le tramway, comme je vous l'ai dit, il s'arrêtait dans toutes les gares. Il partait de La Grasse, Saint-Pierre, La Grasse, Ribotte, Camplon, Fabrezan. Fabrezan, il y a les voyageurs qui changeaient pour prendre la direction Villerouge de la Crémade, Saint-Laurent, et via plus loin encore, Moutoumit, Ferrals, et puis l'arrivée à Lézignan. Alors à la gare de Lézignan, il fallait attendre une communication, le train, parce qu'il n'y avait pas
des trains toutes les heures pour aller sur Carcassonne. Il fallait compter 3h45 pour aller de la Grasse à Carcassonne. Dans tous les villages, il y avait une gare. Ici, la gare se trouvait actuellement au parking P1 ou P2, je ne sais plus, c'est-à-dire à côté de la cave coopérative. Aujourd'hui, le bâtiment de la gare n'existe plus, il existe le platane qui était au pied de la gare. Alors c'était un tout petit bâtiment avec un quai pour décharger les demi-muits, les barriques. Le 1er août 1914 est un jour exceptionnel à plus d'un titre. C'est le jour des grandes vacances. À cette époque-là, les grandes vacances démarrent tard dans l'été, parce qu'on veut garder les enfants jusqu'aux travaux des vendanges. On a besoin de bras, et il ne saurait être question qu'un gosse ne rentre à l'école avant que les vendanges ne soient terminées. Donc les vacances démarrent fin juillet, début août, et on reprend l'école début octobre. L'école républicaine et laïque n'est pas mixte à cette époque-là. Il y a l'école des garçons et l'école des filles. Dans ces derniers jours du mois de juillet, les instituteurs, elles sont deux institutrices à l'école de filles et un instituteur à l'école de garçons, tiennent des discours très patriotiques. Ce sont des personnages très importants, très influents, et ils relaient le discours officiel. L'ébauche, c'est la barbarie, et la France, c'est la civilisation. La France va gagner la guerre en 3 ou 4 jours, et ils demandent le soutien des enfants, des familles, ceux qui sont à l'arrière, à nos braves soldats. À 16 heures, les enfants de la Grasse sont donc en vacances. Au même moment, à Paris, l'ordre de mobilisation générale est lancé pour le pays tout entier. Un ordre qui arrive aussitôt à la mairie par téléphone. Le garde champêtre et son tambour, le tocsin, les discussions dans les bistrots et dans les rues du village, les conversations le lendemain à la sortie de la messe. Ça y est, la guerre est là et on va la gagner en quelques jours seulement. Au tramway du matin, un pli apporte à la mairie les affiches de mobilisation qui sont aussitôt placardées dans tout le village. À cette date, au début du mois d'août 1914, il y a déjà 12 jeunes hommes de la Grasse qui effectuent leur service militaire obligatoire. Le lendemain, lundi 3 août, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Dans tous les villages, dans toutes les villes, les conscrits, les réservistes aussi ont reçu leur ordre de mobilisation. On appelait ça la billette dans le peuple. C'est un document qui était inséré dans chaque livret militaire et qui donnait le droit de prendre le tramway ou un train, quand il y avait des trains, pour rejoindre les casernes où s'opérait le regroupement. C'est la boîte où il y a le livret militaire de mon père de 1914, quand il avait 19 ans. Il y a tout. Il y a quand il a été blessé, là, quand il était dans les tranchées. Mais ma mère m'avait raconté que c'était pour sauver un militaire, un gradé, qu'il a été blessé, quoi. Enfin, ça, maintenant, ça ils ne l'ont pas écrit. Cette guerre de 14, ma mère elle en parlait souvent. Mais moi j'étais encore petite à ce moment-là. Enfin, ce que je me rappelle le plus, c'est quand elle m'a dit ça, que pour préserver un gradé, il est passé devant, il a protégé, et puis lui, il a été blessé. Mais enfin, eux, les gradés, ils ont mis sur le papier que c'était qu'il était au combat, là,
Et voilà, enfin, ils ne disent pas tout. Dans les 15 premiers jours du mois d'août, 127 Lagrassiens entre 20 et 35 ans sont mobilisés. À la fin de l'année, sur un village de 900 habitants, 144 hommes sont sous les drapeaux. À La Grasse, comme ailleurs, c'est la vie de tout le village qui doit se réorganiser. Les premières vendanges arrivent très vite et la plupart des vignerons sont partis. On fait donc appel à des ouvriers au chômage et dès le printemps suivant, de nouveaux venus arrivent au village. À partir de 1915, donc il y a des réfugiés qui vont arriver à La Grasse et qui vont se succéder en fait pendant toute la guerre, à peu près une trentaine de réfugiés à la fois. Il y a un propriétaire d'un immeuble, M. Marius Vaquier, qui en fait va laisser à disposition des réfugiés son immeuble. Et tous les villageois en fait vont se mobiliser pour amener tout ce qu'il y a besoin pour les réfugiés, meubles, lits, tables, chaises, vêtements, etc. Donc les Lagrassiens vont avoir un élan de solidarité pour mettre en place cet immeuble, pour accueillir les réfugiés. Cet élan de solidarité, en fait, l'État français va l'organiser aussi. Il va organiser des manifestations, des journées de quête pour les orphelins, des journées de quête aussi pour les alliés serbes, des journées de quête pour les soldats qui sont au front. Et dans les villages, en fait, il va se constituer aussi des ouvroirs où les gens vont venir pour coudre ou tricoter, fabriquer des écharpes, des gants, des ceintures de flanelle, etc. On va faire ça aussi des chaussettes. On va faire ça aussi en lien avec les écoles. Les écoliers vont participer, les instituteurs, etc. Et on va envoyer des colis en fait, au front pour les soldats qui sont dans les tranchées. Cette tradition d'accueil qui a démarré en fait, à la guerre 14-18, à La Grasse, elle va perdurer dans le temps. On va accueillir depuis une trentaine ou même quarantaine d'années des réfugiés dans un centre qui est juste derrière moi. On va commencer par les Boat People, ensuite il va y avoir les réfugiés kurdes et ensuite il va y avoir aujourd'hui une quinzaine de nationalités, afghans, syriens, etc. Lorsque la guerre éclate, la première question qui se pose, c'est le ravitaillement, puisque bien entendu, l'armée a réquisitionné pour les soldats qui sont au front toutes les réserves qui sont dans les villages, quoi. Donc la première question qui se pose, c'est là le ravitaillement. En 1916, comme déjà en 1915, la neige tombe en abondance dans notre région et donc les épiciers ne peuvent constituer leur stock que d'une semaine. Donc à ce moment-là, le conseil municipal décide de mettre en place des stocks de réserves de légumes secs et de farine. Le 10 février 1915, un hôpital militaire bénévole est ouvert à l'abbaye sous la garde des religieuses. Un peu partout en France, à l'arrière, on improvise des hôpitaux comme celui-ci pour soulager les établissements proches des premières lignes. L'hôpital de La Grasse est appelé HB 37 bis et dispose de 35 lits pour accueillir des blessés. Le 37 bis de La Grasse fonctionnera jusqu'au 6 août 1917. La France a besoin de tous ses soldats pour défendre le pays. Et évidemment, elle fait appel donc, à tous les hommes valides de façon à avoir une armée conséquente. Et de ce fait, les villages sont vidés de toutes les personnes actives, les forces vives que représentent ces hommes. Et évidemment,
il faut prendre le relais et c'est les épouses donc, qui prennent la place des hommes et qui essaient donc de pallier à cette carence, à ce départ, à ce manque. Les femmes donc prennent toutes ces fonctions et s'habituent donc à pallier l'absence des hommes et à faire le travail qu'ils accomplissaient jusque-là. Et donc couturières, tailleuses, boulangères, enfin, elles prennent toutes ces fonctions, elles arrivent donc à exercer ce que les hommes exerçaient jusque-là, de façon à ce que le village ne souffre pas trop de l'absence des hommes. En 1914, donc, et pendant tout le début de la guerre, il s'est avéré que le village qui comportait 3 boulangeries, petit à petit, les boulangers donc, ont été mobilisés, sont partis. Et quand le 3e a été appelé également à partir au front, c'était la boulangerie Tisseire, le village s'est trouvé dépourvu de toute boulangerie. Et c'est à ce moment-là donc que Mme Tisseire a eu ce réflexe de dire à la municipalité de l'époque il faut essayer de faire quelque chose pour que le village ne souffre pas trop de cette absence. Donc moi, si vous voulez, je mets dans le four à disposition, à condition que quelqu'un s'en occupe évidemment, pour s'occuper des commandes de farine, mettre le four en route et puis essayer de faire le pain. Et à ce moment-là, évidemment, quelqu'un s'est proposé pour faire ce travail, sans être vraiment un professionnel de la boulangerie, et de telle façon que la boulangerie s'est remise à fonctionner et le village n'a pas trop souffert donc, de ce manque de pain qui est quand même quelque chose d'essentiel. Les femmes tiennent le village. Dans les champs, les vignes, les commerces, elles remplacent les pères, les maris, les fils. Et à une époque où la radiodiffusion n'existe pas encore, les nouvelles de la guerre arrivent par 2 canaux, le courrier des familles et les journaux. Dans l'un comme dans l'autre, la question de ce que l'on peut dire ou pas se pose en permanence. C'est une époque où la carte postale est un objet extrêmement répandu. Et ça pose problème d'ailleurs parce que dès qu'il y a eu des villages détruits, on a édité des quantités de cartes postales avec des ruines et les poilus qui avaient que ça sous la main envoyaient. Alors ça ne devait pas remonter tellement le moral des populations. Donc presque toutes les familles. Nous avons affaire à une population qui a été alphabétisée à 95 ou 80. Les taux d'alphabétisation sont supérieurs à 1914 à ceux qui sont aujourd'hui. Bien simple. Donc, et on est surpris de l'écriture impeccable que l'on peut voir sur tous les trésors familiaux qui ont été parfois remis aux archives départementales, puisque maintenant on peut les numériser, ou qui ont été conservés dans les familles. Et c'était presque tous les jours, c'était une espèce de moment privilégié où le poilu retrouvait sa famille par la pensée et par l'écriture. Et réciproquement, évidemment, il recevait des courriers qui souvent ont été perdus, parce qu'eux ne pouvaient pas les garder très longtemps. Alors bien entendu, tout cela a été contrôlé par la censure militaire, mais de façon, je dirais, assez lâche, parce qu'il y avait 8 millions de mobilisés en première ligne, plus 2 millions à l'arrière. Donc, ce n'était pas possible de lire 8 millions de cartes postales ou de lettres par jour. Donc, on faisait des sondages. Évidemment, si on en attrapait un qui répandait des propos défaitistes, au minimum, on pouvait lui remonter les bretelles. Au maximum, on pouvait le mettre à l'abri dans une prison militaire pendant quelques jours. Les journaux, eux, racontent la grande fable obligatoire. Mais loin des pages 1 et des communiqués officiels, quelques lignes perdues ici ou là, entre 2 réclames de savon, en disent plus long sur la vraie vie de cette guerre. Frédéric Roch tombait glorieusement, collaborateur dévoué de ses parents, petit-fils du sympathique doyen d'âge de notre conseil municipal Tristan Roch,
qui voyait en lui la joie et l'espoir de sa vieillesse, membre de la fanfare lagrassienne, où son jeune talent de clarinettiste s'affirmait déjà brillamment. Il gagnait sans effort, par ses seules qualités, l'estime de tous ceux qui l'approchaient. Mais pendant ces 4 années, c'est surtout la sinistre litanie des morts qui va arriver peu à peu jusqu'aux familles. Pour chaque décès, l'armée prévient la préfecture, qui prévient la mairie, qui prévient la famille. Ainsi, en 4 ans, l'annonce de plus de 30 morts parviendra jusqu'au village. On avait dit que la guerre sera pliée en quelques jours, et puis ils vont tous revenir. Or, la nouvelle, diffusée, enfin, apportée à la famille par le maire, d'une façon assez solennelle, c'était le maire, le secrétaire de mairie, qui allait. Alors les gens, quand ils voyaient passer le maire, ils disaient pourvu que ce ne soit pas et qui ça va être. Le premier mort de la guerre s'appelle Roch Camille Arnaud. Alors Roch, c'est un prénom qui était souvent donné par les bergers. Ici à la Grasse, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas s'il l'était ou si c'était peut-être son grand-père ou son arrière-grand-père. Et sur le monument, il figure comme Camille Arnaud. C'est que son prénom usuel devait être Camille, puisque Roch, c'est un prénom qui se donnait peut-être plutôt avant la première moitié du XIXe siècle. Roch ou Camille Arnaud est le premier lagrassien mort dans cette première guerre mondiale. Il est fauché le 15 septembre 1914, au 2e jour de l'offensive de Massige, dans l'Est, près des Hurlus, au nord de Châlons en Champagne. La guerre de position de la main de Massige vit périr des milliers d'hommes, dont plusieurs lagrassiens, et elle ne s'achèvera que 4 ans plus tard, le 26 septembre 1918. Roch Arnaud restera porté disparu pendant 5 ans avant que son corps soit retrouvé et identifié. Il était cantonnier et cultivateur. Il avait 33 ans, il habitait rue Droite avec sa femme et sa fille. Lorsque Roch tombe au front, si loin de la Grasse, sa femme Marie a 28 ans. Sa fillette Émilienne n'en a que 8. La guerre est finie. Les survivants sont revenus jour après jour. En bas de la route de Ribot, le tramway les a lâchés un par un, épuisés, perdus. L'hiver est là, patient comme l'oubli. Dans les mois qui suivent, les femmes disparaissent à nouveau dans leur cuisine. Les hommes qui sont revenus reprennent leur place. Et ceux qui ne sont pas revenus occupent un espace encore plus grand. Pendant la guerre de 14, ma mère, elle avait 2 ans de moins que mon père. Elle n'était pas mariée, bien sûr. Ils se sont mariés qu'après, quand il est revenu de la guerre, elle faisait des ménages, elle faisait des lessives pour les gens, à la maison, dehors, parce qu'on n'avait pas de lave-linge. Elle avait des lessives pour les gens, elle repassait, elle allait à la vigne quand elle pouvait. Voilà. On a été assez malheureux dans notre jeunesse, là. Ça je dois dire, c'est vrai. En 1924, le maire et le conseil municipal décident de construire le monument aux morts au quartier Les Capucins. Les gens étaient tellement malheureux de ne plus revoir leur enfant, leur conjoint, qu'au moins ils souhaitaient que ce sacrifice soit inscrit d'une façon indélébile et permanente. Il y a des monuments un peu triomphalistes, un peu d'un patriotisme un peu revanchard, avec un coq qui écrase un aigle, par exemple, ou un poilu qui monte à l'assaut avec la baïonnette, ce qui s'est d'ailleurs rarement effectué. Et ici, à la Grasse, je trouve que nous avons un cocktail assez étonnant, puisque nous avons des formules patriotiques, une en latin, pro patria, et une en français qui est la traduction de pro patria. Hein. Ils se sont sacrifiés pour la patrie, d'accord, mais en même temps, le poilu qui est figuré est un poilu mourant, et c'est donc la douleur, c'est la catastrophe de la guerre de 14 qui est imprimée sur ce monument, et qui fait que quand on le voit, on se dit plus jamais ça.
Le dernier mort lagrassien, à cause de cette guerre, s'appelle Marius Bicheux. Il était domestique agricole et louait ses bras dans des villages autour de la Grasse comme Cruscade, Coustouge, et a même travaillé au domaine de Pêche-Latte. Il avait une femme, Marguerite, une fille, 2 fils et habitait rue Droite. Marius est incorporé en août 1914, il a 38 ans. Et il est incorporé dans ce qu'on appelait les chasseurs d'Afrique. C'est-à-dire qu'il va faire la grande partie de la guerre, bien sûr, en Algérie et dans le sud tunisien, où les tribus arabes, évidemment, se révoltaient déjà contre les colonisateurs et évitaient à tout prix que leurs hommes à eux, arabes, puissent aller faire la guerre en Europe. En mars 1918, Marius Bicheux est rapatrié en France et hospitalisé à l'hôpital de Narbonne. Non pas pour blessure physique, mais pour neurasthénie avec idées délirantes. Puis il est hospitalisé à Montpellier avant de se retrouver à l'asile d'aliénés de cette même ville. La commission de réforme de Montpellier propose qu'il soit réformé pour cause de mélancolie anxieuse. Les 4 années de conflit ont laissé des séquelles irréversibles dans son âme et son esprit. Et il rentre chez lui à la Grasse pour y mourir rue Droite le 20 août 1920. En 1930, le conseil municipal et le maire de l'époque décident de créer un groupe scolaire parce que les écoles qui existent sont vétustes et insalubres. Donc ils décident de créer une école de filles et de garçons sur le quartier Les Capucins. Ceci implique le déplacement du monument aux morts sur la route de Carcassonne qui existe encore aujourd'hui. La guerre de 14 est terminée depuis 100 ans. Souvenez-vous, ce devait être la dernière. Depuis, d'autres conflits sont venus qui ont ajouté d'autres noms sur le monument aux morts. Des Lagrassiens partis à la guerre, qui eux aussi auraient dû être là pour les vendanges. On a toujours la menace de la guerre qui pèse sur nous, qui pèse sur nos enfants. On ne peut pas dire, et on imagine l'hécatombe que ça pourrait être si une guerre nucléaire se déclenchait. Le fait de célébrer l'armistice, c'est aussi célébrer le besoin de la paix et la nécessité pour les nations d'organiser la solidarité pour empêcher le retour de la catastrophe.